Travaux avec le texte sur la simplification des transports publics particuliers de personnes. Et notre Assemblée a commencé l'examen des articles hier après-midi, s'arrêtant à l'amendement numéro 27, portant article additionnel après l'article 4. Non, parce que on veut... Mais c'est pas possible. Ministre ? Bienvenue, Monsieur le Ministre. Donc, nous en sommes à l'amendement 27 rectifié. L'amendement ne me paraît pas défendu. Nous avons ensuite un amendement 29 qui n'est pas défendu. L'amendement 101 n'est pas défendu. Nous arrivons à une série d'amendements identiques. Monsieur Sadier, l'amendement 20. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, amendement que je vais défendre au nom de mon collègue Lionel Tardy, en associant également Madame de la Raudière. Il y a une disposition qui avait fait beaucoup d'encre dans la loi Thévenot. Effectivement, c'est du comble de l'absurde, puisqu'on interdit au VTC d'utiliser une technologie, la géolocalisation. Précisément, depuis cette loi, les applications de VTC ne peuvent pas indiquer à la fois la localisation et la disponibilité d'une voiture. Nous nous étions élevés contre cette disposition, qui sur le principe est aberrante, quand on la met en parallèle avec tous les discours gouvernementaux sur le numérique et sur la French Tech. Le Conseil constitutionnel, certes, ne l'a pas censuré, car elle n'empêche pas d'informer les utilisateurs du temps d'attente avant que la voiture soit disponible, ce qui, vous l'avouerez, revient quand même au même. Bref, il y a des solutions, mais cette disposition reste une atteinte à l'innovation et globalement, très sincèrement, n'est pas très logique. Il serait donc raisonnable de la supprimer. Merci. En discussion commune avec le 59 qui n'est pas défendu et avec le 98 qui n'est pas défendu non plus. Donc je vais demander à Monsieur le rapporteur l'avis de la Commission sur cette série d'amendements. Oui, Madame la Présidente, c'est un avis défavorable puisque la géolocalisation, cette disposition avait été validée par le Conseil constitutionnel parce qu'elle n'affecte pas seulement justement les VTC. Elle est aussi applicable aux taxis hors de la zone à laquelle leur ADS est géographiquement rattaché. Et rappelons que la profession de taxi est une profession réglementée. Les taxis ont une autorisation administrative de stationner sur la voie publique, mais cette autorisation a un champ géographique limité, d'ailleurs qui renvoie aux compétences des collectivités territoriales. Leurs tarifs sont réglementés et en contrepartie de ces contraintes, ils ont un monopole de la maraude à l'intérieur de la zone géographique de leur ADS. Et donc si l'on ouvre la maraude au VTC, accepteront-ils en contrepartie que leurs tarifs soient réglementés et que leur champ géographique de leur activité soit limité? C'est-à-dire qu'on aboutisse par exemple à une sectorisation des VTC. Je n'en suis pas persuadé, c'est pourquoi c'est un avis défavorable à cet amendement que propose donc la Commission. Merci Monsieur le Ministre. L'avis du gouvernement? Même argumentation, avis défavorable. Je vous remercie. Je vais donc mettre à cette série d'amendements avec avis défavorable Commission-Gouvernement qui est pour, qui est contre. Les amendements ne sont pas adoptés. L'amendement 28 ne me paraît pas défendu. Nous arrivons à l'article 5. Monsieur Carèche, vous êtes inscrit sur l'article 5? Non. Les amendements à l'article 5. L'amendement 58 n'est pas défendu. Monsieur Sadier, le 21.
Toujours au nom de mon collègue, associant mon collègue Lionel Tardy, cet amendement propose de fusionner 2 alinéas en un seul. J'en profite pour dire que cette proposition de loi va alourdir le code des transports et non introduire de la simplification. Merci. L'avis de la commission ? C'est un avis défavorable puisque l'architecture du texte qui sépare les conditions d'aptitude et d'honorabilité professionnelle du fait d'être titulaire d'une carte professionnelle ne soulève pas de difficultés particulières et reprend d'ailleurs le schéma actuel. Et attention aux coordinations si l'amendement était adopté. Donc un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement ? Même avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il n'est pas adopté. Monsieur Carrèche, l'amendement 76. Oui, très rapidement. Le texte veut aligner, ce que je peux comprendre d'ailleurs sur le plan intellectuel, veut aligner les conditions d'aptitude des VTC sur ceux des taxis et introduit une clause dite d'honorabilité professionnelle. Je considère, et je l'avais d'ailleurs, j'avais déposé le même amendement lorsque cette disposition avait été introduite concernant les taxis, puisque les taxis n'ont pas toujours fait l'objet de cette disposition. Je considère que c'est quand même une restriction à l'entrée de la profession. Je pense que pour certaines populations, c'est une profession qui est l'une des seules finalement accessibles. Et je ne vois pas pourquoi une personne qui aurait été condamnée, qui aurait purgé sa peine, serait interdite de profession. Et je pense qu'en termes de réinsertion, ça a aussi du sens de laisser ouvert ce type de profession. Et c'est dans cet esprit que je le dépose. Je le dis parce que, évidemment, les bonnes âmes, les démagogues, évidemment, feront, comment dirais-je, beaucoup de glose sur cet amendement. Je ne parle pas évidemment du terrorisme, tout ça. D'ailleurs, on en a discuté longuement cette nuit. Et donc, il s'agit tout simplement de laisser ouvert cette profession à un certain nombre de personnes parce qu'elle est pour eux l'une des seules perspectives qu'ils ont en réalité. Merci. L'avis de la commission ? Avis défavorable de la commission, puisque la condition d'honorabilité, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, elle est demandée aux taxis comme aux VTC. Cette condition figurait bien dans les dispositions législatives ou réglementaires, article L 3120, alinéa 6 du Code des transports, qui est applicable d'ailleurs aux 3 catégories de conducteurs, taxi, VTC, et j'ajouterai donc aux 2 roues, bien sûr, puisque c'est déjà prévu. Et il est plutôt de bonne méthode d'ailleurs qu'elle revienne au niveau législatif pour tous les conducteurs. Et je crois que c'est une bonne chose pour assurer la protection du consommateur. Merci, monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Le gouvernement est défavorable à cet amendement et vous demande de bien vouloir le retirer parce que je pense que votre initiative peut être caricaturée ou mal comprise. Il y a 2 arguments. Le premier, qu'est-ce qu'on veut faire de cette profession ? Je comprends bien ce que vous dites en disant qu'il y a, on le voit bien, de fait, il y a des professions, il y a des populations. Sauf que présenter une profession avec cette argumentation-là, vous voyez bien que ça ne correspond pas à ce qu'on veut faire sur la formation. Deuxièmement, quelqu'un qui a été condamné ne peut pas être exclu d'une activité professionnelle, y compris celle-là. Mais qui doit porter l'appréciation ? Le juge. Car en réalité, quand on parle d'honorabilité ou de casier judiciaire, s'il y a eu une condamnation, vous savez très bien que soit à l'origine, mais soit postérieurement, vous pouvez toujours saisir un tribunal pour demander que les condamnations que vous avez eues ne doivent pas vous marquer à vie et donc c'est le juge qui apprécie. Et je pense que là, on aboutit à peu près à ce que vous voulez dire. Et donc je pense que pour que votre position soit bien comprise, il serait peut-être souhaitable de retirer l'amendement. Il est retiré, monsieur Carrèche ? L'amendement est retiré. L'amendement 50 n'est pas défendu. Nous arrivons à des amendements faisant l'objet de sous-amendements, mais je ne vois pas monsieur Belot. Donc l'amendement... Ah pardon, excusez-moi, je regardais par habitude. Donc monsieur Belot, vous avez la parole. C'est ma nouvelle place dans l'hémicycle, Madame la Présidente, donc il n'y a aucun souci. Est-ce que vous ne m'ayez pas retrouvé à la place où j'étais habituellement ou tout à l'heure sur l'autre texte ?
on est là toujours dans les conditions d'aptitude professionnelle et la manière dont on doit pouvoir les considérer et faire en sorte qu'il y ait un maximum de capacité pour les uns et pour les autres à réussir les examens. Et de la même manière qu'il y a aujourd'hui des anabacs et des outils qui permettent de préparer le baccalauréat, l'idée était de pouvoir faire en sorte qu'il y ait là aussi un certain nombre d'éléments facilitant, favorisant la réussite aux examens, puisque cet examen est là pour certifier que les uns et les autres ont les aptitudes, et il faut pouvoir faire en sorte de l'améliorer. Donc l'amendement pose deux principes qui sont assez simples et essentiels dans l'organisation de ces examens, tant sur les VTC que pour les taxis. Alors à la fois évidemment sur la sécurité routière et celle des passagers, et répondre à la demande effective de place pour passer les examens. Donc l'obligation de transparence sur tous les sujets d'examen a vocation à être diffusée pour servir de document de préparation essentiel. C'est l'objet de cet amendement. Merci. Alors cet amendement fait l'objet, comme je le précisais, de 2 sous-amendements de la commission et de 2 sous-amendements du gouvernement. Donc je vais d'abord demander à monsieur le rapporteur de nous présenter les 2 sous-amendements et puis ensuite je demanderai à monsieur le ministre de nous présenter les 2 sous-amendements du gouvernement. Si vous le voulez bien, monsieur le rapporteur, le 104 et le 105. Madame la Présidente, donc cet amendement va dans le bon sens, puisque en fait, il permettra de clarifier la situation et puis de donner de la visibilité aux acteurs. Je propose un sous-amendement 104, donc, qui est rédactionnel, et je retire le 105, de manière à ce qu'avec ces précisions, il puisse justement apporter toutes les clarifications nécessaires. Donc à ce stade, vous seriez favorable sous réserve de l'adoption du sous-amendement que vous présentez, j'imagine. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, la présentation des 2 sous-amendements, puis votre avis sur l'ensemble de la discussion. Merci, Madame la Présidente. Sur l'amendement numéro 100, sous-amendement, pardon, numéro 111, le gouvernement est d'accord avec le principe qui est posé, sauf que vous souhaitez la publication des sujets corrigés. Alors c'est juste une question pratique. D'ailleurs, parce qu'on peut faire l'analogie, en examinant votre demande, nous sommes renseignés pour savoir ce qui se passait avec le permis de conduire, puisque ça existe aussi. Et en réalité, le ministère de l'Intérieur publie une sorte de sondage, c'est-à-dire il publie régulièrement des questions pour que les gens aient des informations sur le périmètre des questions, mais jamais in extenso, parce qu'en plus, il y a des problématiques de renouveler ou de renouvellement des questionnaires dès lors qu'ils sont publiés avec corrigés. Donc je pense que votre objectif, c'est effectivement qu'il y ait de la transparence sur les examens. Je pense qu'aujourd'hui, on partage tout cela. Donc le premier sous-amendement, il a pour objectif de supprimer l'obligation de publication des sujets corrigés, parce que là, nous aurions une difficulté matérielle. Et en ce qui concerne le sous-amendement 112, à cohérence avec le 104 qui avait été déposé par le rapporteur, il substitue le mot épreuve par examen, et nous faisons la même chose, donc au troisième alinéa de votre amendement. Sous ce réserve, donc le gouvernement émet un avis favorable sur le sous-amendement présenté par le rapporteur et sur l'amendement présenté par M. Béland. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce que, en ce qui concerne la commission est-elle favorable au sous-amendement présenté par le gouvernement? Oui, avis favorable. Merci, monsieur Belot. Merci Madame la Présidente. Effectivement, sur les 2 rédactionnels au niveau épreuve et examen, je pense qu'ils sont de bon sens et qu'il faut pouvoir effectivement rédiger ainsi l'amendement. Sur le 111 le sous-A 111 du gouvernement, autour des sujets corrigés. Effectivement, l'enjeu était vraiment de faciliter d'abord des enjeux de transparence et de faciliter la préparation des examens. Donc, à la fois les arguments que vous donniez sur les épreuves et la manière dont le ministère de l'Intérieur procède vis-à-vis du permis de conduire, et puis la manière dont je pense on pourra atteindre, on peut tout à fait supprimer les sujets corrigés. Donc, je suis évidemment tout à fait favorable à ces 3 sous-amendements. Merci, monsieur Pancher. Oui, moi, je n'ai pas de souci avec cet amendement corrigé. Bon, c'est important de définir des critères de transparence. Ceci dit, je ne souhaiterais pas qu'on se leurre dans mon esprit, en tout cas dans notre esprit. L'examen, c'est le système de régulation du marché. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que nous voulons un système régulé.
Et d'ailleurs, je pense qu'il serait bon que ces examens, ces procédures d'examen soient progressivement décentralisées, comme on souhaiterait le faire en matière de contrôle par les services, les autorités organisatrices des transports. Il faudrait que ça se mette en place également sur le plan des examens, parce que sans système de régulation, bien la compétition n'est pas saine. Merci. Mes chers collègues, je vais donc mettre aux voix d'abord les sous-amendements, puis l'amendement. Donc, premier sous-amendement, qui est un sous-amendement du rapporteur, qui fait l'objet d'un avis favorable du gouvernement, c'est le 104. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 105 a été retiré. Nous arrivons donc ensuite au sous-amendement 112, qui est rédactionnel, avis favorable. Il est présenté par le gouvernement avec avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 111 est également un sous-amendement du gouvernement avec avis favorable de la commission. Même vote, il est donc adopté. Je propose maintenant de bien vouloir voter sur l'amendement ainsi sous-amendé, qui avait reçu un avis favorable dès lors qu'il était sous-amendé de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons ensuite à l'amendement 77 que présente M. Carrèche. Merci. Donc l'amendement est retiré. Nous arrivons ensuite à un amendement 108, M. Belot. Madame la Présidente, c'était un amendement en fait qui a été réparti par la séance entre le 108 et puis le 94 rectifié après l'article 5. Pour faciliter les débats et la cohérence, je proposerais de ne pas défendre celui-là et donc de le retirer, oui, et de repartir sur le 94 tout de suite après. Non, ah oui, après, parce qu'on va d'abord faire ceux qui arrivent avant, si vous le voulez bien. Il y a un rédactionnel du rapporteur, le 46, le gouvernement est favorable? Bien, je le mets donc aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 87, M. Belot, vous m'avez dit de repartir tout de suite, ça veut dire que vous ne le défendez pas? Ah si, quand même. Celui-là, si, avant de revenir après l'article 5 sur le 94. Donc sur l'amendement 87, il s'agit de supprimer le deuxième alinéa du même article, après l'alinéa 8. On a aujourd'hui les lotis qui sont soumis à un contrôle technique obligatoire tous les 6 mois. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé, avec des enjeux de prise en compte de l'obligation de capacité financière qui est soumise au VTC, bon entretien du véhicule utilisé notamment. Et l'autorité de la concurrence a constaté que cet objectif n'est pas atteint. Donc l'amendement propose des obligations supplémentaires au niveau du contrôle technique relevant du pouvoir réglementaire qui devront être réalisées en fonction du niveau d'utilisation du ou des véhicules transportant ces éléments. Alors, on a eu cette discussion tard hier sur un amendement qui était du même ordre 80 sur l'article 2. L'enjeu était de pouvoir souscrire au réexamen. Si cet engagement est confirmé, je retirerai cet amendement. Merci. L'avis de la commission sur l'amendement 87. Avis défavorable, Madame la Présidente, puisque en fait, la capacité financière, c'est aussi une condition de sérieux pour mettre en place l'activité. Et jusqu'à présent, ça n'a pas posé de problème particulier dans l'accès à la profession. Donc, je pense qu'il faut au contraire maintenir cette capacité financière et qu'elle ne pose pas de problème particulier aujourd'hui. Bien au contraire. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement sur cet amendement 87 ? Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que M. Belot a lui-même évoqué ce qui pouvait être une piste de sortie dans la mesure où on a besoin probablement d'ici la lecture au Sénat de préciser les objectifs de l'amendement. Et donc je pense que pour qu'il n'y ait pas de discussion ou de contentieux inutile, je pourrais peut-être le retirer à ce stade-là pour que nous puissions préciser et votre pensée et notre argumentation et regarder si elles peuvent se rencontrer. Bien noté que M. Belot me faisait signe que l'amendement était retiré. Je mets donc au voie l'article 5. Qui est pour l'article 5 ? Qui est contre l'article 5. L'article 5 est ainsi adopté. Nous arrivons donc à un additionnel après 5 avec en discussion commune le 94 rectifié annoncé par M. Belot. Merci Madame la Présidente. Donc c'était par rapport à l'amendement qu'on vient d'évoquer, qui était l'amendement 108. Il y a un enjeu global qui est autour des contraintes de pollution, des contraintes de transition énergétique et de la manière dont on l'applique, avec des règles qui peuvent être parfois différentes entre des flottes de moins de 10 véhicules et des flottes de plus de 10 véhicules. Donc on a un encadrement qui existe des émissions de polluants pour l'ensemble des véhicules de transport collectif avec la loi de transition énergétique, qui a également prévu des dispositions pour les taxis
et les VTC. Cependant, ces dispositions resteront globalement sans impact parce qu'elles ne s'appliquent uniquement aux sociétés qui disposent d'une flotte de plus de 10 véhicules. Et on l'a évoqué à plusieurs reprises dans le débat, la plupart des sociétés opérant, lorsque ce ne sont pas des individuels, sont des petites structures et la plupart du temps avec un seul véhicule. Donc moi, je vous propose de remplacer les contraintes techniques existantes sur ces véhicules par des contraintes environnementales, avec l'idée de renforcer et de conforter les objectifs que nous avions fixés dans cet hémicycle dans la loi de transition énergétique, grâce à un encadrement pour le transport public particulier. Merci. Dans la discussion commune, Monsieur Carrèche, vous avez deux amendements successifs, le 92 et le 81. Oui, dans le même sens et très rapidement. Le premier vise à harmoniser les caractéristiques techniques des véhicules utilisés par les VTC et des véhicules utilisés par les taxis, puisque on veut aller vers l'harmonisation des deux professions. Pourquoi ne pas commencer par les caractéristiques? Je rappelle que les VTC sont tenus, notamment en termes de puissance, à utiliser des véhicules assez puissants. Je crois que c'est 115 ou 120 chevaux, je ne sais plus. Et donc, pour un usage urbain, il y a peut-être moyen d'avoir des véhicules moins puissants. Le deuxième, c'est concernant les véhicules électriques et hybrides. Il semblerait, peut-être que mon information est fausse, mais le rapporteur et le gouvernement le confirmeront, que les dispositions réglementaires qui permettraient aux VTC d'utiliser des véhicules électriques et hybrides n'ont toujours pas été prises. Et donc, ça fait quand même 2 ans que cette disposition a été adoptée. Mon amendement dispose tout simplement de se passer de ces dispositions réglementaires et d'avoir une loi d'application directe. Merci. Donc, je vais demander à Monsieur le rapporteur l'avis de la commission sur ces 3 amendements. Oui, donc c'est un avis défavorable ou de retrait. En tout cas défavorable s'il n'y a pas de retrait, puisque l'amendement, notamment le premier, imposerait à tous les véhicules du T3P de répondre à des exigences environnementales par décret et supprimerait les dispositions de l'article L3122 alinéa 4 sur les VTC. C'est une mesure qui est non expertisée et non soumise à une concertation préalable, ce qui pose un véritable problème. Par ailleurs, il y a des caractéristiques différentes, puisque pour les taxis, il y a en particulier la question du signal lumineux. Et donc forcément, il y a des différences qui sont imposées par les règles en matière de maraude et du monopole de la maraude pour les taxis. Donc c'est un avis défavorable pour ces différents amendements. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. Sur l'amendement numéro 94, l'objectif, dans son principe, peut être entendu, c'est-à-dire supprimer les obligations de caractéristiques techniques pour les remplacer par des obligations environnementales. On peut le résumer. Alors, ça se lit facilement, mais quand on passe aux travaux pratiques, c'est une autre question. En réalité, ça pose beaucoup de difficultés. Donc moi, à ce stade, je veux bien examiner cette situation, mais comme nous avons travaillé en concertation avec les professionnels, il n'est pas possible d'avoir une modification aussi importante à ce stade sans que l'on ait plus, affiné notre démarche, voir concrètement ce que ça veut dire, et 2, avoir échangé avec les professionnels pour voir s'ils peuvent s'inscrire dans cette démarche. Donc je comprends éventuellement, mais je souhaiterais que cet amendement soit retiré. À défaut, à ce stade, compte tenu du caractère un peu de saut dans l'inconnu qu'il entraînerait, j'émettrai un avis défavorable. En ce qui concerne l'amendement numéro 92 et l'amendement numéro 81, j'émettrai un avis défavorable. Alors, sur l'amendement numéro 81, monsieur Carrèche, je ne suis pas d'accord avec la nécessité de votre amendement, puisqu'en réalité, aujourd'hui, la rédaction actuelle du texte n'impose pas la prise d'un acte réglementaire ultérieur, puisque aussi bien vous pensiez qu'il fallait absolument cette proposition pour que les choses soient en application. La définition des véhicules électriques et hybrides existe déjà et est portée par un arrêté du 9 février 2009. Et donc, nous ne souhaitons pas prendre d'autres actes réglementaires. Donc, je pense que le 81 peut être retiré au bénéfice de cette explication. Et sur l'amendement numéro 92, pas reprendre les arguments du rapporteur, mais je les partage, j'émets un avis défavorable. Merci. Alors, est-ce que M. Belot retire le 94 rectifié?
Il est donc retiré. Monsieur Carèche, le 92, les deux sont retirés. Je vous remercie. Nous arrivons, Monsieur Belot, à un 82. Merci de bien vouloir le présenter. Nous restons dans l'enjeu de l'équilibre et parfois des positions qui sont présentées comme extrêmement manichéennes entre les pro-VTC et les pro-taxi. Je reste convaincu dans l'esprit de ce qu'était le rapport Thévenoud qu'il y a un juste équilibre et que nos territoires ont besoin de pouvoir avoir les deux types de services et que les deux vivent bien. Dans ce cadre, la loi du 1er octobre 2014 avait prévu qu'il y ait une mesure pour, dans les zones de fort enjeu touristique, faire en sorte que tous les taxis aient un même signe distinctif. Je peux témoigner de ce qui a été fait dans mon agglomération à Angers, où tous les taxis sont sur un modèle de couleur qui leur permet aussi d'envisager la revente, parce qu'on sait que c'est un souci important chez eux, et de pouvoir être tout autant distinctifs, donc avec des véhicules gris, mais avec des bordés orange, qui sont la couleur du territoire de la communauté urbaine, et qui permettent une identification forte sur le territoire, que ce soit dans les zones de centre-ville, autour de la gare, et des principaux points touristiques, à commencer par le château d'Angers. Donc je souhaite que l'on puisse aller plus en avant, faire en sorte que sur les zones touristiques désignées par décret, il y ait une réalité, une capacité de faire en sorte que l'ensemble des taxis aient des signes distinctifs forts. Je crois que c'est un vrai enjeu pour l'ensemble du tourisme sur nos territoires. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, donc, moi j'ai été surpris par cet amendement, puisqu'en fait c'est une mesure de centralisation, en fin de compte, qui est proposée. Je ne pense pas que c'est le sens dans lequel vous vouliez aller, puisqu'en fin de compte, vous confiez cette mission au ministère, alors qu'aujourd'hui c'est une compétence qui relève des collectivités territoriales, qui notamment attribuent les ADS, les autorisations de stationnement, et donc mairie et préfecture. Et donc cet amendement irait dans le sens d'une centralisation, et non pas en fin de compte de la décentralisation. C'est pourquoi je mets un avis défavorable. Monsieur le ministre. Je comprends bien l'objectif, mais déjà dans la proposition qui vise à redonner la possibilité d'intervenir par un arrêté du ministre chargé du tourisme, je dois dire que ça fait des années que l'État a pâti de la situation où il y avait 3 ministères qui intervenaient en concurrence. Il lui a fallu beaucoup de temps pour trouver la décision qui consistait à confier la coordination à l'un d'entre nous, mais même s'il y a de la suspicion, je pense que dorénavant, ça devra être le ministère des Transports qui puisse intervenir. Deuxièmement, sur l'objectif, vous citez un exemple, ça existe. Je ne suis pas sûr, je partage l'avis du rapporteur, que sur ces questions-là, nous ayons la nécessité d'avoir une disposition recentralisant le débat avec une initiative prise par le gouvernement. Je pense que les choses sont faites. Si vous les faites, c'est qu'elles sont faites et elles sont probablement bien faites. Et je crois que de ce point de vue-là, il nous faut respecter, l'avis des professionnels, 2, surtout le pouvoir actuel des collectivités locales, et puis un peu d'initiative et de liberté au niveau local sur ces questions d'efficacité, notamment en matière touristique. Ça ne peut pas faire de mal et je ne vois pas pourquoi nous inventerions une réglementation qui de toute façon serait mal comprise dans les formes où aujourd'hui elle est proposée. Donc j'émets un avis défavorable si l'amendement est maintenu. Monsieur Sadier. Oui, merci Madame la Présidente. Pour aller dans le sens de Monsieur le Ministre et du rapporteur, j'ai bien compris que l'amendement était pavé de bonnes intentions, mais je voudrais citer l'exemple de la montagne, puisqu'on parle de zone touristique. Par définition, la montagne, et notamment les stations de ski, sont par définition des zones intenses touristiques. Et chaque commune, chaque station de ski, nous vivons cela avec certains autres collègues. Bernadette Laclais est là aujourd'hui avec un débat intense sur les offices du tourisme. Chaque commune, chaque station de ski est une marque territoriale, est une marque commerciale en tant que telle. Et chaque commune, chaque station touristique s'est arrangée, y compris d'ailleurs avec les véhicules de taxi, pour les marquer d'une manière spécifique. Donc je pense que la République en ce moment a bien d'autres soucis et bien d'autres préoccupations. Au-delà des arguments du rapporteur et de Monsieur le Ministre, laissons un peu respirer nos territoires, s'il vous plaît. Monsieur Thévenoud. Je suis d'accord que la République a beaucoup d'autres préoccupations en ce moment, mon cher collègue, mais la République, la représentation nationale doit aussi avoir à cœur de veiller à ce que la loi que nous avons votée il y a quelques mois, finalement 2 ans, trouve à s'appliquer. À travers cet amendement déposé par notre collègue Belot,
se repose finalement à nouveau la question de l'identification des taxis. Et moi, je veux poser la question aux représentants du gouvernement, au ministre. Où est-ce qu'on en est de la question de la couleur unique? Parce que c'était dans la loi. Alors, je sais que quand j'évoque ces questions-là, ça fait sourire, mais c'est un sujet important. C'est un sujet d'identification, d'attractivité. C'est quelque chose qui existe partout. C'est compliqué à mettre en œuvre. Évidemment, parce qu'il faut l'accord des professionnels, mais comme le rapport de l'inspection des finances a fait état quand même d'une faible application de la loi sur un certain nombre de mesures, je profite de cet amendement pour poser la question au gouvernement. Où en est-on des discussions sur cette question-là? Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Je réponds volontiers parce que c'est une bonne idée. Il suffit évidemment quand on voyage de voir comment cette identité est forte. Et donc, vous l'avez dit vous-même, vous avez fait la question aussi la réponse, c'est que ça suppose une discussion avec les professionnels. Je ne l'ai pas sorti du périmètre. Ce n'est pas aujourd'hui dans les priorités. Et vous avez raison de le rappeler dans ce débat parce que dès qu'on aura franchi l'étape de la feuille de route, je souhaite qu'on puisse continuer. C'était une bonne idée à l'origine, ça le reste aujourd'hui. Et vous avez raison de nous rappeler que peut-être il faudrait passer aux travaux pratiques. Merci. Monsieur Belot, dans le contexte, vous retirez l'amendement? Merci, il est donc retiré. Monsieur Sadier, vous avez un amendement 22, il est défendu? Plus que ça, mais je vous en prie. Le 22, à l'article 5. Après 5, pardon. Ne ferait pas des taxis blancs en montagne, monsieur le ministre. Alors, c'est un amendement de mon collègue Tardy que j'ai co-signé, l'amendement 22, afin de ne pas bloquer l'accès à la profession de chauffeur de VTC, donc la création d'emplois. Cet amendement vise à s'assurer que le silence du gestionnaire du registre dans les 2 mois vaut inscription définitive. Ce délai est suffisant pour effectuer les contrôles nécessaires au niveau régional. L'instauration du silence vaut accord dans ce domaine permettra d'introduire une réelle simplification et fera en quelque sorte contrepoids avec certaines mesures restrictives qui pourraient être induites par cette proposition de loi. Voilà, Madame la Présidente, l'objet du présent amendement. Merci, Monsieur Sadier. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission? Avis défavorable, ou en tout cas de retrait. Pourquoi? Parce que le principe silence vaut accord, c'est un principe qui s'applique déjà. Donc ce n'est pas nécessaire d'alourdir en fin de compte le texte et de le repréciser dans le texte. Par ailleurs, quand il y a des difficultés, c'est souvent quand le dossier n'est pas complet en préfecture, en fin de compte. Et donc, c'est là qu'il y a des relances pour obtenir les documents qui manquent. Donc, je vous propose de retirer cet amendement, puisque le principe s'applique déjà, quand le dossier est complet. Même avis du gouvernement, si j'ai bien compris. Même avis, madame. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Sadi, vous le maintenez? Je le mets aux voix? Bon, donc je le mets aux voix. Avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Une série d'amendements identiques. L'amendement 60 n'est pas défendu. Monsieur Belot, le 100. Merci, Madame la Présidente. On a eu, lors de la PPL Thévenoud, de longs débats autour de la pertinence du retour à la base. Et je ne doute pas que notre cher collègue n'en prendra pas ombrage, mais l'objectif initial et dans la première rédaction était quand même surtout d'enquiquiner les VTC et de faire plaisir aux taxis. On a pu sortir de ce cadre qui était quand même extrêmement peu intéressant et très éloigné de l'enjeu du développement des uns et des autres. Et on a, sur des amendements qui ont été déposés, négociés nuitamment, avec des rédactions qui ont beaucoup évolué sur le coin d'une table à quelques mètres de cet hémicycle, convenu d'un retour à la base, dont j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises qu'il n'était pas facilement contrôlable, vérifiable, qui posait plein de problèmes, notamment le fait qu'aujourd'hui les bases peuvent être des parkings souterrains, mais demander à un VTC d'aller avec son smartphone dans un parking souterrain au 3e sous-sol, à un endroit où il ne capte pas et il ne peut pas recevoir d'appel, chacun comprendra bien que la portée est extrêmement complexe pour ses utilisateurs. Et puis il y a un autre enjeu, c'est qu'on est à rebours, dans l'esprit de l'amendement qui était le mien tout à l'heure, de la politique environnementale, parce que demander à des chauffeurs de VTC de refaire des kilomètres pour retourner à une base, même si maintenant de nombreuses ont été développées dans des parkings en silo ou des parkings souterrains, là l'enjeu est vraiment plutôt d'être beaucoup plus cohérent et de ne pas faire en sorte que les uns et les autres dépendent des applications qui seraient pour certaines les seules
à faire en sorte qu'ils aient une capacité à avoir des courses qui se suivent les unes et les autres, alors que l'esprit du texte et l'esprit du rapporteur, depuis le début de ce texte, est plutôt de favoriser le fait que les uns et les autres puissent travailler avec différentes plateformes, différents employeurs ou différents services. Donc je propose qu'on arrête ce retour à la base dont l'esprit initial n'était pas particulièrement pertinent et dont je crois l'application aujourd'hui n'apporte absolument rien. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, en fait, sur cet amendement, c'est un avis défavorable. Pourquoi? Parce que d'abord, les taxis ont le monopole de la maraude, dans la rue ou numérique, électronique, sujet que vous connaissez très bien. Mais les taxis doivent rester et demeurer dans le périmètre, justement, de leur licence. Les VTC et taxis, hors de leur périmètre, doivent retourner se garer sur un parking. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Conseil n'a pas censuré l'argument sur la rupture d'égalité liée au retour à la base. Il n'y a pas eu de censure sur cet élément. Et je dois dire aussi que à New York, la TCL vérifie le nombre de bases, il y en a 900 sur New York, et vérifie par la géolocalisation que le retour à la base est effectif, dans un parking en particulier. Donc je pense qu'on doit plutôt se doter des moyens numériques pour que les contrôles soient effectifs et qu'ils puissent être opérés, plutôt qu'en fin de compte, remettre en cause un modèle qui doit pouvoir fonctionner. Et, contrairement à ce que l'on entend dire parfois, la question du retour à la base est une bonne chose, et cette question d'ailleurs est traitée dans d'autres pays, là où il y a une concurrence entre les taxis et les VTC. Donc c'est pourquoi je vous demanderai soit un retrait de cet amendement, soit un avis défavorable. Monsieur le ministre. La principale question que posait le retour à la base, le principal argument contre cette disposition, c'était la rupture d'égalité. Ce débat est aujourd'hui tranché. Le Conseil constitutionnel a validé la possibilité pour le législateur de faire cette distinction. Aujourd'hui, vous nous dites, c'est difficile à contrôler. C'est pas complètement faux. Mais c'est un argument qu'utilisent aussi les chauffeurs de taxi et qui se tournent vers nous en nous disant mais faites-le respecter davantage. Ça serait assez curieux qu'on leur réponde ben, comme c'est pas totalement respecté, donc on va le supprimer. En réalité, l'exemple qui a été donné de New York est un bon exemple. Et pour aller trouver d'autres arguments, alors là, vous utilisez un argument environnemental consistant à dire que c'est pas écologique puisqu'on les oblige à faire beaucoup de trajets. Je pense qu'il faut se méfier de ce genre de raisonnement parce que si on l'applique, notamment s'agissant de l'organisation du transport urbain, de l'interdiction des poids lourds de passer en ville, etc., on ne fera plus jamais aucun contournement et on ira tout droit au motif qu'on utilisera moins de carburant. Donc je pense que de ce point de vue-là, je comprends les efforts qui sont faits, mais ça ne me paraît pas très rationnel et je sais pas si l'amendement est maintenu, j'émettrai un avis défavorable. Merci, monsieur Lambert. Merci Madame la Présidente. J'entends bien les arguments de Monsieur le Ministre, mais je voudrais quand même aller sur ce champ. Il n'est pas possible, à l'heure où la France et où Madame la Ministre, justement de tutelle des transports, prône en tout point et en tout lieu l'absolue nécessité d'une transition énergétique, que nous développions un retour à la base avec la consommation afférente en termes de carburant et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Et je ne vous parle même pas de l'impact en termes de bouchons et donc de conséquences en cascade négatives sur la circulation et donc sur la consommation. Vous annoncez que l'interdiction d'accès à centre-ville, à certains transports de marchandises pourrait, dans cette même logique, être réouvert. Je pense qu'il y a quand même des différences entre le transport de marchandises et le transport de voyageurs. Enfin, je m'étonne à l'heure où le numérique nous permet d'avoir une performance au centimètre près du déplacement d'un véhicule, du déplacement de personnes, que nous enchaînions à un retour à une base qui, économiquement, n'apporte rien. Tout ceci sera balayé d'ici 4 ans par les robotaxis qui, eux, on ne leur demandera pas de revenir à la base parce qu'ils seront dans un système automatique. Donc, comprenons que ça n'a pas de sens et allons de l'avant. Monsieur Belot, vous retirez l'amendement ?
Madame la Présidente, j'ai déposé 12 amendements sur ce texte. Au regard des arguments apportés par le rapporteur et par le ministre, j'ai eu l'occasion d'en retirer l'essentiel, y compris avec les engagements qu'ils ont pris. Et certains ont été adoptés, je les en remercie, y compris avec les sous-amendements. Pour autant, celui-là, c'est vraiment une position que je tiens depuis extrêmement longtemps, depuis le début de ce débat. Je pense qu'on est vraiment, d'abord, l'état d'esprit initial était particulièrement infondé. Et je pense qu'aujourd'hui, on continue de perpétrer cette phase qui pourrait apparaître comme une phase d'égalité qui en fait n'apporte rien. Donc je maintiens cet amendement. Monsieur Duron. Madame la Présidente, moi je voudrais attirer l'attention de nos collègues Belot et Lambert. Dans la proposition de loi, d'abord Thévenoud, puis Grand-Guillaume, il y a le souci de rétablir un équilibre entre les taxis, les VTT, de revenir aussi à une espèce de paix civile entre des métiers qui se sont durement affrontés. Je crains que si cet amendement ne passe, eh bien, nous ayons de nouveau de très grosses difficultés, je le dis très solennellement, entre les taxis et les VTT. Et ce qu'on a connu au mois de janvier dernier, ce qu'on a tenu en 2014 pourrait fort bien se renouveler. Donc, ce qui voudrait dire que le travail qui a été fait aussi bien par Thomas Thévenoud que par Laurent Grand-Guillaume pourrait être réduit à peu de choses. Donc moi, je vous engage à la raison, à la prudence et à la responsabilité et à retirer votre amendement. Merci, Monsieur Duron. Donc, mes chers collègues, je vais mettre aux voix cet amendement 100, dont je rappelle qu'il fait l'objet d'avis défavorables tant de la Commission que du Gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre cet amendement? L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons ensuite à un article 6 avec un amendement du Gouvernement qui est le 93, Monsieur le Ministre. Merci de bien vouloir le présenter, s'il vous plaît. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est un amendement qui est présenté par le gouvernement, qui reprend en réalité une disposition qui figurait dans le texte d'origine et qui a été déclarée irrecevable en application de l'article 40. Le gouvernement le reprend. L'objectif, c'est le fond. Le fond, c'est de confier aux chambres des métiers la vérification des conditions d'aptitude pour l'examen des VTC. Alors, pourquoi? Quel est l'objectif? D'abord, il nous faut trouver un organisme qui ait la capacité de faire passer l'examen sur l'ensemble du territoire et d'une manière équitable, qui ait une expertise reconnue en matière d'examen, et puis une sécurisation pour les candidats à partir d'une structure officielle et remplissant des missions de service public. Ce qu'il y a de commun, enfin des différences, entre les taxis et les VTC, c'est qu'ils sont tous dans le périmètre des chambres des métiers. Ce n'est pas la chambre des métiers des taxis ou la chambre des métiers des VTC, c'est la chambre des métiers de l'ensemble de la profession. Il y aura d'ailleurs prochainement des élections, ils sont tous électeurs pour les chambres des métiers. Comment les autres professions ont réglé ce genre de questions? Par des examens professionnels systématiques organisés par les chambres des métiers. Et il s'est déroulé dans cette affaire un débat un peu malsain, je veux le dire, parce qu'au motif que le président de l'Assemblée des chambres des métiers est lui-même un représentant des taxis, il y a une forme de suspicion. Vous savez, les présidents des assemblées des chambres des métiers, ils ont exercé tous les métiers. Et quand ce fut un boulanger, il n'y a pas eu de révolte des pâtissiers pour dire il va se passer des choses contre les pâtissiers. Non, les chambres des métiers ont toujours fonctionné. J'observe d'ailleurs qu'une partie de leur activité est sous la tutelle de l'autorité de l'État, y compris des préfets, qui souvent assistent aux assemblées générales. Il y a là une expertise et il y a une garantie de neutralité. Très honnêtement, je préfère avoir un organisme qui est sous le contrôle des pouvoirs publics, qui a l'expérience et qui est reconnu par les professionnels. Et le débat me rappelle un autre débat qui nous avait un peu tous perturbés à l'époque, d'ailleurs c'était dans le cadre de l'application de la loi Novelli, par rapport aux auto-entrepreneurs. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, la question s'était posée de savoir si les auto-entrepreneurs
on devait leur demander, notamment c'est en matière de formation, je suppose, d'avoir affaire aux chambres des métiers. Et ils s'étaient révoltés en disant mais c'est pas possible puisque nous on est en concurrence avec les artisans et par conséquent il ne faut pas nous envoyer dans la gueule du loup. Il y a eu un débat mais très important avec une mobilisation vigoureuse. Ça a été fait quand même. Essayez donc aujourd'hui d'aller expliquer aux auto-entrepreneurs qui vont sortir de la chambre des métiers. C'est exactement le contraire, puisqu'il y a eu une forme de reconnaissance professionnelle et ça marche parfaitement. Et d'une certaine façon, ça aussi aplanit les relations entre les auto-entrepreneurs et les artisans, parce que parfois, quand il y a des problèmes, ils ont un seul organisme de référence qu'ils vont rencontrer. Donc, très honnêtement, je trouve que les procès d'intention sont malvenus. Il y a l'expérience, il y a les références des chambres des métiers, et franchement, je pense qu'aujourd'hui, en plus, nous contrôlons, nous les pouvoirs publics, les chambres des métiers. S'il y avait ici ou là quelques errements de ce que vous craignez, franchement, je pense que vous trompez complètement. Mais si ça arrivait, nous aurions la possibilité d'intervenir, alors que si c'est des centres agréés privés, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'on a fait le choix d'apporter des garanties. Et je veux dire aussi ici très clairement que je m'engage de ce point de vue-là à ce que sur les questions de contenu, sur les questions de modalité d'examen, de transparence des résultats, tout ça soit communiqué à l'ensemble des professionnels intéressés, qu'ils soient taxi ou VTC, de manière à ce que la transparence soit au rendez-vous. C'est aussi un des éléments de l'égalité. Voilà pourquoi le gouvernement vous demande d'accepter que ce soit les chambres des métiers qui soient choisies pour cette mission. Merci. Je vais d'abord demander à monsieur le rapporteur l'avis de la commission et ensuite je donnerai la parole à monsieur Carrèche. Avis favorable, bien sûr, à cet amendement, puisqu'il était en plus dans la proposition de loi au départ et qui était tombé au titre de l'article 40. Ce que je dois dire, puisque j'avais eu à gérer le conflit entre les poussins, les auto-entrepreneurs et les artisans de l'autre, et qu'effectivement, on avait mis en place l'immatriculation des auto-entrepreneurs dans les chambres des métiers et l'obligation de passer le stage préparatoire à l'installation. Et aujourd'hui, cela se passe bien. Cela a permis d'apaiser, bien évidemment, les relations entre les uns et les autres. Je ne vois pas pourquoi, comme l'a dit très bien monsieur le ministre. La même chose pour les taxis et les VTC conduirait à des fracturations, alors même que tous les deux sont immatriculés aujourd'hui dans les mêmes chambres des métiers. Donc c'est un avis favorable. Très rapidement, parce que je crois que le ministre a tout à fait résumé le débat. Il y a deux choses. La première, c'est que cet examen ne doit pas être considéré comme une barrière. Et sur ce plan-là, je dois dire qu'il y a un certain nombre quand même d'ambiguïtés qui circulent. Monsieur Pancher l'a tout à fait exprimé différemment de moi. Moi, je suis en désaccord avec cette vision des choses. L'examen n'est pas là pour créer une barrière et ne pas créer une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle profession réglementée. Il s'agit d'un examen pour voir si les aptitudes sont correctes, etc. Donc ça, je crois qu'il faut lever cette ambiguïté. La deuxième, monsieur le ministre, il y a évidemment la crainte que vous avez donnée, mais c'est de savoir si les chambres des métiers ont la capacité d'organiser de manière suffisante les examens et que ce ne soit pas une sorte de goulot d'étranglement. Et je pense que là aussi, peut-être que vous avez des éléments qui permettent de rassurer, entre guillemets, ceux qui seraient inquiets. Merci. Donc, mes chers collègues, cet amendement 93, je le rappelle, est un amendement présenté par le gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons donc à l'article 7, un amendement de suppression, le 40 qui n'est pas défendu. L'amendement 23, monsieur Sadier. Oui, merci Madame la Présidente. Un amendement avec mon collègue Tardy. Cet amendement vise à prévoir les cas de maladies graves ou d'affections de longue durée pour les exploitants de taxis. Il vise à introduire une dérogation au caractère incessible de la licence pour lui permettre d'exploiter à nouveau son fonds dès la fin de sa convalescence. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable à cet amendement, puisque selon sa rédaction, le dispositif nécessiterait pour certains exploitants donc concernés de devoir changer de statut juridique pour pouvoir embaucher un salarié à un moment où leur situation rend ce type de démarche justement très difficile puisqu'ils sont en situation d'incapacité. Donc avis défavorable. Même avis du gouvernement. Je mets donc aux voix cet amendement avec avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui est contre? L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 7. Qui est pour l'article 7? Qui est contre l'article 7? L'article 7 est ainsi adopté. Nous arrivons à l'article 7 bis. Monsieur le rapporteur, l'amendement 47 est un amendement de correction d'une référence. Oui, rédactionnel. Le gouvernement est favorable. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est adopté.
L'amendement 48 est un amendement de précision. Mêmes avis, même vote. Il est donc adopté. Je mets aux voix l'article 7 bis nouveau. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous arrivons à l'article 8. L'amendement 68 n'est pas défendu. L'amendement 61 non plus. Monsieur Sadier, nous sommes au 24, amendement 24 à l'article 8, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. C'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps sur le 7 bis de dire que, en fait, c'est un peu plus Madame la Présidente qu'une simple correction parce que ça fait 3 fois que le même article est changé en 1 an et demi à l'occasion de 3 lois différentes. Je l'ai vu, Monsieur le rapporteur. C'était juste pour, même si la semaine est difficile. Voilà. Enfin, cet amendement numéro 68, c'est un amendement de cohérence avec les amendements précédents sur le régime d'intermédiaire. Par ailleurs, l'article auquel il fait référence s'applique à tous les prestataires de transport routier de personnes et donc aux centrales de réservation. La précision, notamment les centrales de réservation, n'est donc pas utile. L'avis de la commission? Oui, en fait, dans la rédaction, on désigne le gestionnaire du registre, et cela relève du pouvoir réglementaire, ce n'est pas à la loi de l'indiquer, d'où la proposition de supprimer l'alinéa législatif qui renvoie justement à ce gestionnaire. C'est vraiment cela. Donc c'est un avis défavorable à cet amendement. L'avis du gouvernement? Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. L'amendement n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 8, qui est pour l'article 8, qui est contre. L'article 8 est ainsi adopté. Nous arrivons à une série d'amendements en discussion commune. Des amendements identiques, le 62, Monsieur Lambert. Merci Madame la Présidente. Je vais aller directement, puisque vous pouvez les uns et les autres regarder le long argumentaire que nous proposons, mais je rappellerai qu'en complément de l'article 52 de la loi relative à la transition énergétique, nous proposons dans le secteur du transport public particulier d'activer de nouveaux leviers pour développer le covoiturage local. En effet, ce texte rend clairement possible de s'appuyer beaucoup plus fortement sur les exploitants des plateformes dématérialisées afin de susciter, maintenir une offre de covoiturage qui ne décolle pas suffisamment en France et que nous devons atteindre une masse critique pour cela. Le présent amendement propose donc de reconnaître expressément la possibilité pour les exploitants de plateformes d'inciter, y compris financièrement, les conducteurs à pratiquer le covoiturage. L'amendement encadre cette aide, cette incitation financière. En définitive et concrètement, les mesures incitatives dont le présent amendement vise à conforter la possibilité de mise en œuvre doivent seulement permettre à tout exploitant d'une plateforme dématérialisée de covoiturage d'accroître et de structurer son offre de services en incitant les conducteurs non professionnels à utiliser sa plateforme de mise en relation et à proposer par ce biais des trajets en covoiturage. Ces mesures incitatives ne sauraient en revanche constituer un mode de rémunération au profit des covoitureurs sur les trajets effectivement réalisés par eux dans ce mode. Nous sommes bien dans la capacité à aller dans une transition énergétique et à abandonner la voiture individuelle avec un seul individu dans la voiture. Merci. Monsieur Carré, je vous avais un identique, le 71, il est défendu. Merci. Dans la discussion commune, nous avons l'amendement 96 qui, lui, n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission sur les deux identiques? Oui, c'est une demande de retrait de cet amendement, autrement un avis défavorable. Pourquoi? Parce que je vois bien l'intention et l'objectif. Toutefois, comme il est indiqué d'ailleurs dans les motifs de l'amendement, une disposition législative n'est pas nécessaire pour pouvoir mettre en place ce type d'incitation. Et par ailleurs, la définition législative du covoiturage est très claire. Elle a été définie en particulier dans la loi. Elle mentionne déjà le partage de frais. Donc je pense qu'il vaut mieux retirer cet amendement ou alors c'est un avis défavorable. Même avis du gouvernement, monsieur le ministre? Oui, Madame la Présidente, un mot parce que je trouve cet amendement inopportun et dangereux. Il n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, ce que vous souhaitez, que vous appelez de vos voeux, que nous appelons tous de nos voeux, c'est possible. Qu'est-ce qui empêche l'objectif que vous voulez atteindre, tel qu'il est défini dans les motifs de votre amendement, d'être atteint aujourd'hui par les plateformes? Rien. C'est une sorte de produit d'appel, votre amendement. Si vous voulez rappeler vos convictions, nous pouvons le faire ensemble. Mais le prix à payer dans la rédaction, pour le coup, il n'est pas anodin. Parce que, premièrement, inscrire ça dans la loi, ça va jeter un trouble assez incompréhensible. Je rappelle que nous sommes en train de parler du transport public particulier de personnes et que si on veut, ce que je souhaite aussi,
que le covoiturage ait sa spécificité, je conseille à personne de le mettre à la suite de taxi, VTC, covoiturage. Il y a un problème de mélange des principes. Je ne veux pas allonger les débats, mais je pense que c'est une démarche très dangereuse, même si je comprends les objectifs de l'amendement. Et enfin, de toute façon, il y a un problème de technique juridique. Il est très mal positionné au niveau des articles relatifs à la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, car il porte sur des acteurs qui ne sont pas nécessairement les collectivités locales. Donc je pense qu'on a enregistré le message, et si vous partagez mes observations, ou dans tous les cas, si vous les comprenez, je pense qu'il serait utile à ce stade peut-être de retirer l'amendement. Sinon, avis défavorable. L'amendement est maintenu ou il est retiré, Monsieur Lambert? Nous allons, pour ma part, retirer l'amendement sur les éléments de rédaction qui ne sont pas parfaites, et j'entends bien ce que dit le ministre. Par contre, je ne suis pas d'accord, et permettez-moi, à force de saucissonner l'approche des problèmes, on ne résout rien. Et on est bien dans la question d'une mobilité urbaine, et le covoiturage en fait partie. Les nouvelles façons, les nouvelles formes de mise en relation de personnes pour assurer le covoiturage en font partie. Donc il faudra à un moment donné sortir par le haut de la démarche initiée, très volontariste, et je salue monsieur le rapporteur de ce point de vue, mais qui nécessite d'aller beaucoup plus loin, notamment dans une capacité à repenser la mobilité urbaine avec toutes les offres, bien plus que les seuls taxis, les VTC. Je crois que le citoyen qui se déplace, et je conclurai là-dessus, le citoyen qui se déplace, il ne se pose pas la question d'un choix taxi, VTC, métro, patinette, covoiturage. Il se pose la question de l'efficacité par rapport à ses propres attentes, rapidité, confort, coût, disponibilité, etc., etc. Et nous n'avons jamais abordé, dans ce monde en bouleversement, ce propre bouleversement que le citoyen a dans ses déplacements. C'est devant nous et il faudra bien qu'on en parle. Donc, amendement retiré. Merci. Il en est de même pour M. Carrèche. J'ai bien compris, vous retirez également. Merci. Nous arrivons donc à une autre série d'amendements identiques. Le 35 qui n'est pas défendu. Le 44 n'est pas défendu non plus. M. Carrèche, le 73 ? Oui, je vais le défendre, même si je connais d'ores et déjà la réponse du gouvernement, puisqu'il a indiqué qu'il ne souhaitait pas à ce stade traiter ce type de questions. Mais je me permets quand même de le défendre parce que je pense qu'il faudra les traiter un jour ou l'autre. Il s'agit de ce qu'on appelle l'économie collaborative. D'ailleurs, Pascal Terrasse a fait un rapport qui a été remis au Premier ministre, qui a été salué. Et donc, cet amendement vise tout simplement à donner un cadre légal, législatif, à cette économie collaborative qui rend des services importants et qui, pour l'instant, est un peu en marge du droit et de la loi. Je sais qu'il y a un certain nombre de contentieux. J'ai compris que le gouvernement, évidemment, y serait attentif. Mais il me semble qu'à un moment ou un autre, il faudra se préoccuper de cette question et essayer d'inscrire dans la loi un cadre qui puisse permettre le développement harmonieux de cette activité. Merci. L'avis de la commission ? Avis défavorable, Madame la Présidente. Cet amendement, en fait, viserait à reconnaître une situation qui concerne en particulier une entreprise qui doit passer au tribunal correctionnel, je crois, en décembre. Et en fin de compte, il y a le covoiturage qui a été défini déjà par la loi récemment avec le partage de frais, c'est très clair. Il y a le transport public particulier de personnes. Il est très, très bien défini avec des chauffeurs qualifiés et qui se font dans un cadre défini par la loi. Et donc je pense que cet amendement ajouterait de la complexité à justement un écosystème qui l'est déjà bien assez. Monsieur le ministre ? Merci Madame la Présidente. Quand M. Carrèche, les auteurs des amendements, disent on a besoin d'un cadre juridique par rapport à ces activités, suite au rapport de Pascal Terrasse, ils ont raison. Mais là, ce n'est pas un cadre juridique, c'est un amendement défensif par rapport à l'application de la loi, c'est-à-dire c'est exactement l'inverse. Car vous avez eu l'honnêteté de le fixer loyalement, votre amendement. Quelle est l'importance dans cet amendement? Et qui pose une énorme difficulté, je l'ai dit hier, c'est le dernier alinéa. Car le dernier alinéa de cet amendement dit « La mise en relation des personnes physiques aux fins de ce partage peut être effectuée à titre onéreux et
n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L411. C'est la version juridique pour éviter que la procédure pénale, ce n'est pas un procès civil, la procédure pénale en cours contre X soit privée ainsi de base légale. Et nous serions donc dans cette situation. Moi, je ne porte pas d'appréciation sur le fond. Je ne dis pas que les poursuites engagées contre Hirsch sont fondées. Je ne dis pas que Hirsch doit être condamné. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, nous sommes le pouvoir exécutif, vous êtes le pouvoir législatif et le pouvoir de l'autorité judiciaire, pardon pour les membres de la commission des lois qui sont là, a engagé des poursuites. Nous devons être garants de l'indépendance de la justice et je ne vois pas à ce stade, à la limite, avant les poursuites, on aurait pu avoir ce débat, après peut-être faudra-t-il un jour l'avoir, mais je ne souhaite pas, tant que les poursuites pénales sont en cours, que le législateur vienne modifier les conditions d'application du droit. Et en même temps, je voudrais dire, parce que souvent on se dit, mais nous les Français, on est les plus nuls, il n'y a qu'ici qu'on a ces difficultés. Non. Je veux dire, c'est normal, la confrontation, l'évolution du monde, la confrontation du droit avec le monde qui évolue, aboutit partout à des difficultés. Vous avez vu ce qui s'est passé dans 2 États américains, où Uber a payé 100 millions pour arrêter les poursuites. Aujourd'hui même, alors qu'il y a une action de ce type qui est aussi en France, les syndicats anglais ont engagé une procédure en Angleterre pour faire reconnaître le lien de subordination. Les juridictions diront tout ça va s'harmoniser, mais c'est aussi normal. Mais n'ayons pas non plus le sentiment que parce qu'on aurait un droit épouvantable, on subirait ici des procédures qu'ailleurs il profiterait uniquement de la modernité. Non, le même problème se pose dans les mêmes conditions et c'est bien normal. Et ce que l'on doit faire au moins ici, au Parlement français et le gouvernement français, c'est que l'on respecte le droit français et l'un des principes, c'est la séparation des pouvoirs. Voilà pourquoi j'émets un avis défavorable sur cet amendement. Merci, Monsieur Thévenoud. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour ces précisions. Vous avez raison de rappeler la procédure qui est en cours. Je veux juste quand même vous signaler, Monsieur le Ministre, que le respect de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, que vous avez mis en avant pour ne pas prendre position sur le service Hitch, c'est pas tout à fait la même attitude qui a prévalu il y a quelques mois au moment de l'affaire Uberpop. On pourra difficilement me faire passer pour un défenseur de la compagnie Uber ou du service Uberpop. Je considère pour ma part que Hitch, c'est finalement Uberpop la nuit, c'est le même système, c'est le même service. C'est un service qui aboutit à la précarisation d'un certain nombre d'acteurs économiques. J'y suis donc défavorable et c'est ce qui était inscrit dans l'article 12 de la loi du 1er octobre 2014. Je veux juste signaler à Monsieur le Ministre que lors de l'affaire Uberpop il y a 6 mois, alors qu'une procédure pénale était déjà en cours puisque la première condamnation d'Uberpop date du 16 octobre 2014, au tribunal correctionnel de Paris, le gouvernement s'était exprimé pour l'interdiction, en faveur de l'interdiction d'Uberpop. Des préfets avaient même pris des arrêtés et c'était même remonté jusqu'au président de la République qui avait pris position pour demander la dissolution du service Uberpop. Uberpop et Hitch, c'est la même chose et donc je pense qu'il conviendrait là aussi que la loi du 1er octobre 2014 s'applique ou s'appliqua et que son article 12 puisse être mis en œuvre. Merci. Monsieur Carrèche, vous retirez l'amendement. Merci. Nous arrivons donc à un amendement 69 qui n'est pas défendu. Nous sommes, mes chers collègues, à l'article 9. À l'article 9, nous avons un amendement du gouvernement qui est un amendement de suppression de l'article. C'est l'amendement 88, monsieur le ministre. Oui. Monsieur le rapporteur, pas de commentaire particulier. Je mets donc aux voix cet amendement du gouvernement. Qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Il n'y a donc plus d'article 9. Nous arrivons enfin à un amendement 25, monsieur Sadier. Merci Madame la Présidente. Amendement écrit par mon collègue Tardy qui, semble-t-il, n'était pas tout à fait convaincu que l'objectif de simplification affiché dans le titre soit rempli par la somme des mesures ajoutées. Et donc cet amendement visait au moins à ce qu'on simplifie le titre. C'est au moins un objectif qu'on vous propose à travers cet amendement. L'avis de la commission. Avis défavorable à la simplification du titre de la loi qui est très complet, qui va dans le bon sens. L'avis du gouvernement. Je mets aux voix qui est pour cet amendement, qui est contre,
L'amendement n'est pas adopté. Nous arrivons, mes chers collègues, au vote du texte. Je n'ai pas reçu de demande d'explication de vote. Je mets donc au... Oui, mais ne vous affolez pas. Je vais donc vous donner la parole. Monsieur Duron, vous avez la parole. Mais je vous voyais conclure comme ça hâtivement, donc je voulais vous dire quand même que le groupe, et personne ne s'en étonnera, le groupe SER votera ce texte. Il le votera pour différentes raisons. Tout d'abord parce qu'il va simplifier, il va renforcer bien évidemment la législation sur ces trois types de véhicules, les taxis, les VTC et les lotis. Il le fait en confortant également le texte de loi de Thomas Thévenoud il y a 2 ans, et je crois que c'est tout à fait bien parce qu'il était utile et nécessaire. Et puis, je crois qu'il faut, le groupe voudrait rendre hommage bien évidemment au rapporteur qui a fait un énorme travail, mais aussi à vous, monsieur le ministre, qui avez manifesté une grande qualité d'écoute, une parfaite connaissance du dossier et puis des éclairages juridiques précieux pour mieux percevoir la portée du texte et les amendements portés par nos collègues. Et puis remercier tous les collègues qui ont déposé les amendements qui ont permis un débat, je crois, très intéressant et ouvert des perspectives, j'imagine, que nous reverrons dans les années à venir sur le transport particulier de personnes. Merci, monsieur Pancher. Aussi remercier l'ensemble des intervenants, le rapporteur, monsieur le ministre. Je crois qu'on on a travaillé dans un très bon état d'esprit. Je voudrais aussi et surtout avoir une pensée et rendre hommage aux chauffeurs de taxi qui s'engagent, enfin qui sont dans un métier, qui exercent un métier très difficile, qui se sont beaucoup mobilisés ces derniers mois pour se faire entendre, ainsi que leurs organisations syndicales. Et je pense qu'un certain nombre d'entre eux vont être satisfaits de constater qu'il y a des avancées. Ce texte de loi n'est pas un texte de loi contre les VTC. Je pense que les VTC ont besoin aussi d'être protégés. Et je pense qu'on devrait arriver à faire en sorte que l'ensemble des professionnels s'en sortent peut-être un peu mieux demain qu'hier. Ceci dit, monsieur le ministre et chers collègues, n'oublions pas que tout ça ne réglera pas la question qui nous intéresse, c'est-à-dire les conditions réelles de travail de l'ensemble de ces professionnels, si nous ne nous engageons pas dans 2 directions que je voudrais vraiment aujourd'hui, sur lesquelles je souhaiterais à nouveau insister. 1, l'application de la loi par des contrôles réguliers, et pour ça, je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre alternative de nous engager un jour, j'espère proche, vers une décentralisation de ces moyens en direction des autorités organisatrices de transport, parce que dans tous les pays du monde, c'est comme ça réellement que ça fonctionne. Et deuxièmement, sans s'engager vers, de façon déterminée vers un rachat des licences de taxi, parce que les chauffeurs de taxi sont actuellement ruinés et il ne faut pas baisser la garde, monsieur le ministre, dans ce domaine. Merci, mes chers collègues. Je vais donc maintenant mettre aux voix ce texte. Qui est pour? Qui est contre? Le texte est adopté. Mes chers collègues, le président a reçu de monsieur Hervé Morin, député de la 3e circonscription de l'Eure, une lettre l'informant qu'il démissionnait de son mandat de député. Acte est donné de cette démission qui sera notifiée à monsieur le Premier ministre. Mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence se réunit ce soir. Si elle parvient à un accord, notre Assemblée examinera le texte de la CMP demain à 12 h. Dans le cas contraire, notre Assemblée procédera à la nouvelle lecture demain à 15 h. La séance est levée.